Il y a des choses dont les marins ne parlent ni pas à terre, non pas parce qu'ils ont peur de passer pour des fous. Après 12 ans passés dans la marine marchande, j'ai entendu des histoires qui font dresser les cheveux sur la tête même aux hommes les plus endurcis. Des navires fantômes dans le brouillard, des voix provenant de cales vides, des feux de Saint-Elme sur les mâts avant la tempête. Tout cela fait partie du folklore marin, des histoires pour les débutants, un moyen de passer le temps pendant la veille. Mais ce que j'ai vu à bord du Polar Star ne correspond à aucun folklore. Et je me tais non pas parce que j'ai peur de passer pour un fou. Je me tais parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent surtout pas que cette histoire soit connue. Je m'appelle Michael, j'ai 34 ans et je travaille comme mécanicien et électricien sur des navires de marchands depuis l'âge de 22 ans. J'ai vu l'Atlantique en pleine tempête, quand les vagues déferlaient sur le pont d'un cargo de 5 étages. J'ai réparé des moteurs diesel dans la salle des machines à une température de moins 50 degrés, quelque part entre Panama et Los Angeles. Je me suis habitué à l'idée que la mer, c'est le travail. Un travail dangereux, difficile, mais compréhensible, avec des règles claires et des risques prévisibles. Du moins, c'est ce que je pensais avant ce voyage. En février 2023, le cargo Polar Star a quitté le port d'Anchorage, en Alaska, et a disparu des radars pendant 17 heures dans la mer de Bering. Lorsque la communication a été rétablie, le capitaine a signalé une défaillance technique de l'équipement de navigation. Le navire est arrivé à bon port à Seattle. La cargaison a été livrée et l'équipage a débarqué. L'incident a été attribué à des conditions météorologiques difficiles. Mais 3 membres de l'équipage ont démissionné après ce voyage et ont refusé de remonter à bord. L'un d'eux, un mécanicien en chef avec 20 ans d'expérience, a ensuite raconté à un journaliste d'un journal local les événements étranges qui s'étaient produits sur le navire. L'article n'a jamais été publié. Le mécanicien a ensuite cessé de donner de ses nouvelles. J'ai appris cette histoire par une connaissance travaillant à l'administration portuaire de Seattle, alors que je cherchais du travail après avoir été licencié de mon précédent navire. Il m'en a parlé à voix basse, en regardant autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un nous écoute. J'ai ri à ce moment-là. Je lui ai dit qu'il avait lu trop d'histoires effrayantes sur Internet. Une semaine plus tard, j'ai signé un contrat pour le Polar Star, car le salaire était supérieur de 30% au salaire moyen du marché. Et j'avais des dettes, une pension alimentaire et un crédit immobilier à Tacoma. Maintenant, je sais pourquoi il payait autant et pourquoi 3 membres de l'équipage précédent ont préféré démissionner sans indemnité de départ plutôt que de remonter à bord de ce navire. L'Alaska, c'était la dernière frontière de l'Amérique, une région de pergélisol, de plateformes pétrolières et de flottes de pêche. Anchorage est la plus grande ville de l'État, un port par lequel transite une grande partie du trafic maritime entre les États-Unis continentaux et les communautés isolées de la côte. C'est de là que partent les navires vers la mer de Bering, les îles Aléoutiennes et parfois même les côtes russes de la Tchoukotka. Ce sont des eaux difficiles, parmi les plus dangereuses au monde. En hiver, la température de l'air descend jusqu'à moins 30 degrés. Les tempêtes surgissent soudainement et la nuit polaire dure des semaines. C'est ici que les navires des chercheurs d'or ont coulé il y a 150 ans. C'est ici que les pêcheurs de crabes de la prise mortelle ont péri. C'est ici que reposent encore, au fond de l'eau, des dizaines de navires dont personne ne se souvient. La mer de Bering recèle de nombreux secrets. Et, comme je l'ai appris plus tard, il vaut mieux ne pas déranger certains de ces secrets. Je suis arrivé à Anchorage début mars, alors que l'hiver ne semblait pas vouloir s'en aller. Le soleil ne s'élevait au-dessus de l'horizon que pendant quelques heures, teintant les sommets enneigés des montagnes Chugach de nuances froides de rose et d'or. La température se maintenait autour de moins 15 degrés,
et un vent violent soufflait depuis la baie, qui vous transperçait jusqu'aux eaux même à travers une épaisse parka. La zone portuaire ressemblait à tous les ports industriels d'Alaska, des bâtiments administratifs gris, des grues à conteneurs rouillés, des piles de marchandises recouvertes de neige, une odeur de sel, de diesel et de poisson, provenant des usines de transformation voisines. Le Polar Star était amarré à l'extrémité du port commercial, séparé des autres navires par un espace vide d'une 50aine de mètres. De loin, le navire avait l'air normal. Coque bleu foncé, superstructure blanche, configuration standard pour un cargo fluvio-maritime. Longueur d'environ 360 pieds, largeur de 52 pieds, port en lourd d'environ 5000 tonnes. Construit en 2012 dans un chantier naval en Corée du Sud, son port d'attache était Seattle, et son propriétaire était une compagnie maritime privée dont le siège se trouvait dans le Delaware, ce qui en soi ne voulait rien dire. La moitié des entreprises américaines sont enregistrées dans le Delaware en raison des avantages fiscaux. J'ai appris tout cela à partir de sources ouvertes avant même de signer le contrat. Rien de suspect, mais en m'approchant, j'ai remarqué plusieurs détails qui ne correspondaient même pas à l'image d'un navire marchand ordinaire. Tout d'abord, il régnait un calme inhabituel à bord. Habituellement, avant de prendre la mer, le navire bourdonne d'activité. Les dockers travaillent dans les cales. Les mécaniciens vérifient dans la salle des machines. Les marins préparent dans l'équipement de pont. Le maître d'équipage donne des instructions. Ici, c'était le silence. La passerelle était abaissée. Les chaînes d'ancrage plongeaient dans l'eau noire. Une légère fumée s'élevait de la cheminée, signe que les moteurs auxiliaires fonctionnaient, mais il n'y avait pas un seul homme sur le pont. Deuxièmement, un garde se tenait au pied de la passerelle. Ce n'était pas un gardien de port ordinaire vêtu d'un gilet orange, mais un homme en tenue tactique noire sans insigne, avec une radio à la ceinture et un pistolet dans un étui. Un homme robuste d'une 40aine d'années, avec une allure militaire et un regard qui évaluait la menace. Pour un navire marchand, c'était plus qu'inhabituel. J'ai travaillé sur des pétroliers transportant des marchandises dangereuses, sur des navires transportant du matériel et des équipements électroniques coûteux, mais je n'ai jamais vu de gardes armés près de la passerelle dans un port américain. Troisièmement, les écoutilles des cales étaient fermées et scellées. Cela signifiait que le chargement était déjà terminé, alors que selon les documents, nous ne devions réceptionner la cargaison que le lendemain. Soit les informations étaient erronées, soit la cargaison avait été chargée pendant la nuit, sans témoin superflu. Le gardien a vérifié mes papiers, mon passeport de marin, mon contrat, mes certificats de qualification, ma carte TWIC, qui est obligatoire pour travailler dans les ports américains. Il a vérifié la liste sur sa tablette, a pris une photo de mon visage avec son téléphone et m'a silencieusement indiqué la passerelle. Pas un mot de bienvenue, pas de questions, pas d'explication. Je suis monté à bord. Sur le pont principal, j'ai été accueilli par un homme d'une 50aine d'années, vêtu de l'uniforme de second capitaine. Il s'appelait Victor, un prénom russe, mais il parlait anglais avec un léger accent que je ne pouvais pas identifier. Peut-être scandinave, peut-être d'Europe de l'Est. Il donnait l'impression d'un homme qui avait beaucoup vu et qui s'étonnait de peu de choses. Son visage était buriné, sa peau rugueuse à cause du vent salé et du froid, ses yeux gris clairs, presque incolores, avec un réseau de rides profondes au coin. Ses mains étaient larges, grandes, calleuses, imprégnées de graisse mécanique incrustée dans la peau. Les mains d'un homme qui avait travaillé physiquement toute sa vie et n'avait pas l'habitude de rester inactif. Victor me serra brièvement la main. Sa poigne était forte, mais sans ostentation, et me dit qu'il m'accompagnait à ma cabine. Nous avons traversé le pont jusqu'à la superstructure, puis avons emprunté l'escalier intérieur pour monter au pont habitable.
Le couloir était étroit, les murs peints en crème, et des lampes LED bourdonnaient sous le plafond. Tout était comme sur les centaines d'autres navires sur lesquels j'avais travaillé. En chemin, Victor m'a donné les instructions habituelles. La salle à manger se trouve sur le 2e pont, la salle des machines sur le pont inférieur, la passerelle et la cabine du capitaine sur le pont supérieur. La cuisine fonctionne 3 fois par jour. Entre les repas, on peut prendre de la nourriture dans le réfrigérateur de la cabine. Il est permis de fumer uniquement à l'arrière, dans un endroit spécialement réservé à cet effet. L'alcool est strictement interdit à bord, une règle standard sur les navires américains depuis plusieurs accidents très médiatisés. Des règles habituelles, des instructions habituelles. Mais ensuite, il s'est arrêté devant la porte de ma cabine. Une cabine simple, ce qui était une agréable surprise, car les mécaniciens ont généralement droit à des cabines doubles, et s'est tourné vers moi. Il m'a regardé dans les yeux pendant quelques secondes, comme s'il évaluait si je pouvais être digne de confiance. Puis il a dit quelque chose dont je me souviens, mot pour mot. Il a dit qu'il y avait des règles à bord du navire qui différaient des règles standards, qu'on me remettrait une liste de ces règles, que je devrais les apprendre par cœur et les suivre à la lettre, sans exception. Que ces règles n'étaient pas un caprice du capitaine, ni une superstition, mais une nécessité dictée par la spécificité de notre cargaison. Que si j'avais des questions sur les raisons de certaines règles, il valait mieux ne pas les poser. Et que si je n'étais pas prêt à accepter ces conditions, je pouvais débarquer immédiatement, recevoir une compensation pour le temps passé et oublier le contrat. J'ai demandé quelles étaient dans ces règles et quelle était la spécificité de la cargaison. Le contrat indiquait « General Cargo », cargaison générale, une formulation standard qui peut signifier n'importe quoi, de l'équipement industriel aux denrées alimentaires. Victor n'a pas répondu directement. Il a seulement dit que la cargaison ne me regardait pas et ne le regardait pas non plus, que notre tâche était de la transporter d'un point A à un point B, en respectant les règles, que les personnes qui essayaient d'en savoir plus que ce qu'elles étaient censées savoir le regrettaient généralement. Non pas parce qu'elles étaient punies, mais parce qu'il valait mieux ne pas savoir certaines choses. Il m'a tendu une feuille de papier pliée et m'a dit que c'était une copie des règles. L'original était affiché dans la cabine, mais il valait mieux avoir son propre exemplaire. Après cela, il a hoché la tête, s'est retourné et s'est éloigné dans le couloir, me laissant seul devant la porte de la cabine. Je suis entré, j'ai posé mon sac sur la couchette et j'ai déplié la feuille. Les règles étaient imprimées sur du papier ordinaire, sans en-tête ni signature, en Police Times New Roman, taille 12. Pas de cachet, pas de mention officielle, juste une liste numérotée de 17 points. Les premières de règles semblèrent relativement normales, bien qu'étranges pour un navire marchand. Règle numéro 1, ne pas entrer dans les cales sans l'autorisation écrite du capitaine. Règle numéro 2, ne pas rester sur le pont découvert entre minuit et 4 heures du matin sans raison impérieuse. Règle numéro 3, lorsque vous vous trouvez sur le pont découvert pendant la nuit, ne regardez pas par-dessus bord pendant plus de 30 secondes. Les règles suivantes devenaient de plus en plus étranges. Règle numéro 6, si vous entendez des bruits provenant de l'intérieur des cales, ne réagissez pas et n'en informez pas les autres membres de l'équipage. Continuez à vaquer à vos occupations. Règle numéro 9, si, pendant votre quart de nuit, vous voyez une personne debout sur le pont, ne l'interpellez pas et ne vous approchez pas d'elle. Retournez dans la superstructure et attendez le lever du jour. Règle numéro 12, si la radio commence à capter des émissions dans une langue inconnue, éteignez-la immédiatement et informez l'officier de quart. N'essayez pas d'enregistrer ou de décrypter l'émission. Règle numéro 15.
Lorsque vous passez entre les coordonnées 54 et 56 degrés de latitude nord et 170 et 175 degrés de longitude ouest, tout l'équipage qui n'est pas de quart doit se trouver à l'intérieur de la superstructure, les hublots fermés. J'ai lu la liste 2 fois, essayant de comprendre s'il s'agissait d'une blague pour les débutants, d'un test de résistance psychologique ou d'autre chose. Dans la marine marchande, on aime bien taquiner les jeunes, mais j'étais loin d'être jeune et novice. Ces règles ne ressemblaient pas à une blague. Elles ressemblaient plutôt à des instructions de survie. Je suis sorti de ma cabine et me suis dirigé vers le carré, dans l'espoir de trouver un membre de l'équipage et d'obtenir des explications. Le carré se trouvait au bout du couloir, une petite pièce avec une table à manger pour 8 personnes, un canapé contre le mur, une télévision dans un coin et un réfrigérateur à l'entrée. Sur le mur, comme l'avait dit Victor, était accrochée une feuille avec ces règles, identiques à celles que j'avais, mais encadrées sous verre. 2 personnes étaient assises à table. L'une était un homme d'une trentaine d'années, en combinaison de travail, avec un tatouage en forme d'encre sur l'avant-bras et une casquette des Seattle Mariners. L'autre était un homme âgé, avec une barbe grise et de profondes rides sur le visage, qui buvait du café dans une grande tasse portant l'inscription « World's Best Grandpa ». Ils se sont tous deux tus lorsque je suis entré et m'ont regardé avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Ce n'était ni de l'hostilité, ni de la curiosité, mais plutôt une sorte de compréhension lasse. C'est ainsi que l'on regarde une personne qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais qui ne l'a pas encore réalisée. Je me suis présenté et j'ai dit que je venais de monter à bord. Le jeune homme a hoché la tête et m'a dit qu'il s'appelait Jason, qu'il était matelot de première classe et qu'il venait de Tacoma. Le plus âgé s'est présenté comme Bill, le maître d'équipage, 30 ans en mer, dont les 5 dernières sur ce navire. J'ai demandé ce que signifiaient les règles affichées sur le mur et pourquoi elles étaient si étranges. Jason et Bill se sont regardés. Il y a eu quelques secondes de silence, seulement interrompus par le ronronnement du réfrigérateur et le grondement lointain du moteur auxiliaire. Puis Bill a posé sa tasse et m'a dit que les règles signifiaient exactement ce qui était écrit, que je devais les respecter si je voulais rentrer chez moi, qu'il travaillait sur ce navire depuis 5 ans et qu'il avait vu ce qui arrivait à ceux qui ne prenaient même pas les règles au sérieux. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu exactement. Bill n'a pas répondu. Il s'est levé, a pris sa chope et est sorti du carré sans dire un mot. Jason l'a suivi du regard, puis s'est tourné vers moi. Il m'a dit que Bill était un type bien, mais qu'il n'aimait pas parler de certaines choses, que lors du dernier voyage, ils avaient bien perdu un homme. Officiellement, il était tombé par-dessus bord pendant une tempête. Officieusement, il n'y avait pas de tempête. La mer était calme, et 5 minutes avant sa disparition, cet homme avait enfreint la règle numéro 3. Il se tenait à l'arrière du bateau et regardait l'eau. Il a regardé longtemps. Puis, il a simplement disparu. J'ai demandé ce que cela signifiait, disparu. Avait-on retrouvé le corps? Quelqu'un l'a-t-il vu tomber? Jason a secoué la tête. Personne n'a rien vu. À un moment, l'homme se tenait sur le pont. L'instant d'après, il n'était plus là. Les caméras de surveillance ont seulement enregistré le moment où il s'approchait du bord et s'arrêtait. Puis, l'image a été perturbée pendant quelques secondes, et lorsqu'elle est revenue, le pont était vide. Je voulais poser d'autres questions, mais à ce moment-là, une voix retentit dans la diffusion, annonçant un rassemblement général de l'équipage sur le pont dans 15 minutes. Jason se leva et dit que cela signifiait que nous allions bientôt prendre la mer. Il me conseilla de déballer mes affaires et de me préparer. Avant de quitter le carré, il s'est retourné et a ajouté quelque chose. Il m'a dit de ne pas essayer de savoir ce qu'il y avait dans les cales. Quoi qu'il y ait là-bas,
cela ne nous regarde pas. Notre travail consiste à respecter les règles et à faire notre travail. Et alors, peut-être que nous rentrerons tous chez nous. Je suis resté seul dans le salon, regardant la liste des règles sous le verre. Derrière le hublot, le ciel au-dessus de la baie de Cook s'assombrissait. Quelque part dans les profondeurs du navire, les moteurs tournaient, créant une vibration à peine perceptible. Dans quelques heures, nous devions entrer dans la mer de Bering, l'une des mers les plus dangereuses et imprévisibles de la planète. Je ne savais pas alors que ce voyage allait bouleverser toutes mes convictions, que quelques jours plus tard, j'allais y voir des choses impossibles à expliquer, et que ces règles qui me semblaient absurdes seraient donc la seule chose qui me séparerait de quelque chose que je ne sais toujours pas nommer. Nous avons quitté Anchorage à 9 heures du soir, alors que la nuit était déjà tombée sur la baie de Cook. Le remorqueur nous a guidés à travers le chenal étroit qui longe le cap Point Warnoff. Le pilote a débarqué à l'extérieur de la rade et le Polar Star a mis le cap au sud-ouest, en direction des îles Aléoutiennes et de la mer de Bering. La destination annoncée par le capitaine lors de la réunion générale était le port de Dutch Harbor, sur l'île d'Unalaska, à environ 800 milles marins d'Anchorage. À une vitesse moyenne de 12 nœuds, la traversée devait durer environ 3 jours. Dutch Harbor est un lieu légendaire pour ceux qui sont liés à la mer. C'est l'un des plus grands ports de pêche des États-Unis, la base des flottilles de pêcheurs de crabes qui ont fait l'objet de séries documentaires. C'est également un point de transbordement pour les marchandises en provenance du Nord, à destination des communautés isolées de la côte de l'Alaska, des plateformes pétrolières et des stations scientifiques. C'est un endroit rude, balayé par tous les vents, avec une population d'environ 4000 personnes, dont la moitié sont des travailleurs saisonniers des usines de transformation du poisson. Mais notre itinéraire, comme je l'ai compris plus tard, ne passait pas directement par Dutch Harbor. Nous devions traverser une certaine zone de la mer de Bering, celle-là même qui était mentionnée dans la règle numéro 15. Les coordonnées se situaient entre 54 et 56 degrés de latitude nord, 170 et 175 degrés de longitude ouest. J'ai regardé la carte dans la timonerie. Cette zone se trouvait en pleine mer, loin des voies navigables, sans îles ni autres éléments géographiques notables. Juste une étendue d'eau au milieu de la mer de Bering. Personne n'a expliqué pourquoi il fallait passer précisément par là. Le capitaine s'appelait Richard, et il était tout le contraire de l'image du loup de mer sévère que je m'attendais à voir sur un navire avec des règles aussi étranges. C'était un homme de petite taille, un peu corpulent, d'une 60aine d'années, avec une voix douce et les manières d'un professeur d'université. Il portait des lunettes à monture métallique fine, avait les cheveux gris soigneusement coupés et le regard calme d'un homme qui s'était depuis longtemps réconcilié avec le fait que le monde ne fonctionne pas comme le décrivent les manuels scolaires. Lors du rassemblement, il s'est exprimé brièvement et concrètement. L'itinéraire, le planning des cars, les prévisions météorologiques. Il n'a pas été question des règles, car il était évident que tout le monde les connaissait déjà. L'équipage du Polar Star était composé de 14 personnes. Le capitaine, le second Victor, les deuxième et troisième officiers, le chef mécanicien, moi-même en tant que deuxième mécanicien, le motoriste, l'électricien, le maître d'équipage Bill, 3 matelots dont Jason, le cuisinier et le steward. L'équipage était international, ce qui est typique de la marine marchande américaine. Des Américains, des Philippins, un Ukrainien, un Grec. La plupart n'en étaient venus pas à leur premier voyage sur ce navire. À part moi, il n'y avait pas de novices. J'ai passé ma première nuit dans la salle des machines, à me familiariser avec l'équipement. Le moteur principal était un diesel MAN à 6 cylindres d'une puissance d'environ 3000 chevaux.
Il y avait 2 générateurs auxiliaires, Caterpillar, des systèmes de refroidissement, de préparation du carburant et d'air comprimé. Tout était standard pour un navire de cette classe et de cet âge, et tout était en bon état technique. Le chef mécanicien, un Philippin taciturne du nom d'Eduardo, aux sourcils épais et qui avait l'habitude de mâcher constamment du bétel, m'a fait visiter la salle, m'a montré les journaux de bord et m'a expliqué les particularités du système. Il n'a pas mentionné les règles une seule fois et je n'ai pas posé de questions. La salle des machines était située à l'arrière du navire, sous la superstructure habitable. C'était une pièce standard, plafond bas, enchevêtrement de tuyaux et de câbles, bourdonnement constant des mécanismes en fonctionnement, odeur de diesel et d'huile de moteur. La température y était d'environ 30 degrés, même dans les eaux arctiques, car les moteurs dégageaient beaucoup de chaleur. L'éclairage était vif, les lampes LED fonctionnaient 24 heures sur 24. Tout était familier, tout était compréhensible. Mais un détail a attiré mon attention. Au fond de la salle des machines, derrière les générateurs auxiliaires, se trouvait une cloison métallique avec une porte étanche. Ces portes mènent généralement à la salle des machines ou au cale. Mais cette porte était différente des portes standards. Elle était plus épaisse, plus massive, avec 3 loquets au lieu des 2 habituels. Et elle était munie d'une plaque que je n'avais jamais vue auparavant sur les navires marchands. Accès réservé. Autorisation écrite du capitaine requise. J'ai demandé à Eduardo ce qu'il y avait derrière cette porte. Il m'a regardé comme si je lui avais posé une question indécente, puis il a répondu brièvement, avec un fort accent, « Cargo ». Et il n'a rien ajouté d'autre. Les premières 24 heures du voyage se sont déroulées sans incident. Le temps était relativement calme pour cette période de l'année. Une houle de 3 à 4 points, un vent modéré du nord-ouest. La température de l'air était d'environ moins 10 degrés Fahrenheit, celle de l'eau légèrement supérieure au point de congélation. Le navire avançait régulièrement. Les moteurs fonctionnaient normalement, sans aucun problème technique. Je montais la garde de 8 heures du matin à midi et de 8 heures du soir à minuit. Le reste du temps, je dormais ou je restais dans la cabine, essayant de faire parler les autres membres de l'équipage. Il n'était pas facile de les faire parler. Les gens à bord du Polar Star étaient un peu loquaces. Ils communiquaient, pour les affaires, échangeaient donc des informations professionnelles, plaisantaient parfois pendant le déjeuner, mais évitaient tout sujet lié à la cargaison, aux règles ou au voyage précédent. Lorsque j'essayais de leur poser des questions, ils répondaient donc de manière évasive ou se taisaient, tout simplement. Pas de manière hostile, mais plutôt fatigués, comme des gens lassés d'expliquer toujours la même chose. Seul Jason partageait parfois des informations, par bribes, par demi-allusion. C'est lui qui m'a appris que le Polar Star effectuait ce type de voyage depuis environ 3 ans, que les itinéraires passaient toujours par certaines zones des mers de Bering et de Chukchi, que la cargaison était toujours la même si aucun membre de l'équipage ne savait exactement ce qu'il transportait. Qu'au cours de ces 3 années, plus de 50 personnes avaient changé de poste sur le navire. Certaines avaient démissionné, d'autres avaient été renvoyées à terre pour raisons médicales et plusieurs avaient disparu sans laisser de traces. Portées disparues. Jason a prononcé ces mots d'un ton neutre, comme s'il s'agissait de quelque chose de tout à fait normal. Je lui ai demandé combien de personnes s'y avaient disparu exactement. Il a haussé les épaules et m'a répondu qu'il ne savait pas exactement. 5, peut-être 6. Officiellement, ils ont tous été déclarés morts accidentellement, tombés par-dessus bord, noyés dans une tempête, blessés mortellement en manipulant du matériel. Les gardes-côtes ont mené des enquêtes, mais n'ont rien trouvé. Mais Jason était convaincu qu'au moins 2 d'entre eux étaient morts,
Autrement, ils avaient enfreint les règles. Je lui ai demandé quelles règles ils avaient enfreintes. Jason a hésité, puis m'a dit que l'un d'eux, celui du voyage précédent, avait passé trop de temps à regarder par-dessus bord, et l'autre, avant lui, avait essayé d'ouvrir la porte de la cale au milieu de la nuit. On l'avait retrouvé mort devant cette porte le lendemain matin. La cause officielle du décès était une crise cardiaque. Il avait 32 ans, était un ancien marine et n'avait aucun problème cardiaque. Après cette conversation, j'ai commencé à prêter davantage attention aux règles. Non pas parce que je croyais au mystique, mais parce que je cherchais toujours une explication rationnelle. Peut-être que la cargaison était dangereuse, chimique, radioactive, biologique. Peut-être que les règles visaient à minimiser le contact de l'équipage avec quelque chose de toxique. Cela expliquerait l'interdiction de visiter les cales, de se trouver sur le pont ouvert la nuit, de rester longtemps à bord. Des vapeurs, des radiations, quelque chose de ce genre. Les formulations étranges des règles pouvaient être simplement un moyen de forcer les gens à les respecter sans poser de questions inutiles. Cette version me convenait. Alice était rationnelle, logique, s'inscrivait dans le cadre du monde connu. J'ai décidé que je respecterais les règles, non pas parce que je croyais au surnaturel, mais parce que je ne voulais pas risquer ma santé. Et j'ai continué à travailler. La deuxième nuit du voyage a commencé comme d'habitude. J'ai pris mon car à 8 heures du soir, j'ai vérifié les instruments, j'ai fait le tour de la salle des machines. Tout était normal. Le moteur principal fonctionnait régulièrement. Les générateurs fournissaient une tension stable. La température et la pression dans tous les systèmes restaient dans la zone verte. Eduardo, qui avait pris la relève avant moi, a terminé son quart sans remarque et est parti se reposer. Vers 22 heures, j'ai entendu un bruit. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un bruit mécanique. Sur un navire, il y a toujours quelque chose qui vrombit, claque ou grince. La coque métallique, les moteurs en marche, les vagues à bord. Les sources de bruit sont nombreuses. Mais ce bruit était différent. Il était rythmé. 3 coups, une pause. 3 coups, une pause. 3 coups, une pause. Comme si quelqu'un tapait sur le métal avec ses jointures, ou avec autre chose. Le bruit venait de derrière cette porte, au fond de la salle des machines, derrière la porte qui menait à la cale. Ma première impulsion fut d'aller vérifier. C'était l'instinct du mécanicien. Si quelque chose fait du bruit, il faut trouver la source et régler le problème. Mais je me suis alors souvenu de la règle numéro 6. Si vous entendez des coups provenant de l'intérieur des cales, ne réagissez pas et n'en informez pas les autres membres de l'équipage. Continuez à vaquer à vos occupations. Je me tenais au milieu de la salle des machines, les yeux fixés sur la porte. Les coups continuaient. 3 coups, une pause. 3 coups, une pause. Régulier, méthodique, comme un métronome. Cela ne pouvait pas être un bruit mécanique fortuit. Le rythme était trop régulier. Cela ressemblait à un signal ou à une tentative d'attirer l'attention. Une pensée m'était venue spontanément. Et s'il y avait quelqu'un là-bas? Et s'il y avait une personne dans la cale qui avait besoin d'aide? Les règles sont les règles, mais je ne pouvais pas simplement ignorer la possibilité que quelqu'un soit enfermé dans la cale et frappe pour appeler à l'aide. Je fis quelques pas vers la porte. Les coups devinrent plus forts. Ou du moins, c'est ce qu'il me sembla. Je m'arrêtai à 1 mètre de la cloison et tendis l'oreille. 3 coups, une pause. 3 coups, une pause. Le bruit venait clairement de derrière la porte, de l'intérieur de la cale. Et maintenant, je distinguais autre chose. Un son faible, à peine audible, semblable à une respiration ou à un murmure. Des mots que je ne pouvais pas comprendre, dans une langue que je ne connaissais pas. Ma main se tendit d'elle-même vers la poignée de la porte. Mais à ce moment-là, une voix retentit derrière moi. C'était Bill. Il se tenait à l'entrée de la salle des machines
vêtu d'une veste de travail par-dessus une chemise en flanelle, et me regardait avec un mélange d'inquiétude et de colère. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai commencé à lui expliquer pour les coups, mais il m'a interrompu. Il m'a dit de m'éloigner de la porte, tout de suite, immédiatement. Je m'écartai. Les coups derrière la porte cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient en commencé. Bill s'approcha de moi et me parla doucement, presque dans un murmure, même si personne ne pouvait nous entendre dans la salle des machines à cause du bruit des moteurs. Il me dit que j'étais idiot, que les règles n'existaient pas sans raison, que si j'avais ouvert cette porte, ou même simplement touché, il ne savait pas ce qui se serait passé. Mais il savait que cela aurait été grave, très grave. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans la cale, ce qu'il transportait. Pourquoi tant de secrets, ces règles étranges, cette peur? Bill était resté silencieux pendant un long moment. Son visage, éclairé par la lumière jaune des lampes de la salle des machines, semblait plus vieux que d'habitude, avec ses rides profondes, ses yeux enfoncés et sa barbe grisonnante. Puis, il a dit qu'il ne savait pas, qu'en 5 ans passés sur ce navire, il n'avait jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur, que la cargaison était chargée et déchargée par des personnes vêtues de combinaisons de protection, tandis que l'équipage devait rester à l'intérieur de la superstructure, les hublots fermés. Qu'une fois, il avait essayé de jeter un œil à travers la caméra de surveillance dans la cale et n'avait vu qu'un conteneur. Un grand conteneur métallique, standard de 20 pieds, mais sans marquage, sans numéro, sans signe distinctif. Le conteneur était fixé au centre de la cale à l'aide de chaînes, et le conteneur vibrait, à peine perceptible, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur, ou respirait. Je demandais ce qu'il pouvait y avoir dans le conteneur. Un animal? Un mécanisme? Quelque chose de radioactif? Bill secoua la tête. Il dit qu'il y avait réfléchi à plusieurs reprises. Un animal n'expliquait pas les coups réguliers. Les coups commençaient toujours vers 10 heures du soir et duraient environ une demi-heure. Chaque nuit, à la même heure, comme une horloge. Un mécanisme n'explique pas ce qui arrive aux personnes qui enfreignent les règles. La radioactivité n'explique pas d'autres choses. Des choses dont il préférait ne pas parler. Je lui ai demandé quelles autres choses. Bill s'est tu à nouveau. Il a sorti un paquet de cigarettes de sa poche, en a pris une, l'a tournée entre ses doigts, mais ne l'a pas allumée. Il est interdit de fumer dans la salle des machines. Puis, il a raconté que lors de son 2e voyage, il y a environ 4 ans, l'un des matelots n'avait pas tenu le coup. Il était jeune, 25 ans, récemment démobilisé de la marine. Les règles l'agaçaient. Il les considérait comme des superstitions stupides, des vestiges du passé. Une nuit, pendant son quart sur le pont, il a décidé de prouver que rien de grave ne se passerait. Il est sorti sur le pont à 3 heures du matin, s'est approché du bord et a commencé à regarder dans l'eau. Il a regardé longtemps, exprès, pour défier les règles. 1 minute, 2, 3. Bill n'a pas vu ce qui s'est passé ensuite. Il était en bas, dans sa cabine. Mais il a entendu, d'abord, un cri, court, interrompu à mi-mot, comme si quelque chose avait bouché la bouche de la personne. Puis un bruit qu'il a décrit comme un craquement humide, comme lorsqu'on casse une branche humide, mais en plus fort. Et ensuite, le silence. Un silence absolu. Même les moteurs semblaient fonctionner plus silencieusement pendant quelques secondes. À l'aube, plusieurs personnes sont sorties sur le pont. Le matelot était introuvable, mais sur le bastingage, là où il se tenait, il y avait des traces de quelque chose que Bill a décrit comme des ventouses, des empreintes rondes d'environ 2 pouces de diamètre, disposées en groupes de 5 ou 6. Elles étaient enfoncées dans la peinture du bastingage, comme si quelque chose avait été pressé contre le métal avec une force énorme. Et du sang, un peu de sang sur la planche et sur le pont, déjà séché par l'air froid. La version officielle pour les gardes-côtes, il est tombé par-dessus bord en état d'ébriété.
même si tout le monde savait que l'alcool était interdit sur le navire et qu'on n'aurait pas trouvé une goutte d'alcool dans le sang de ce type, car il était de ceux qui prenaient là les règles au sérieux. Toutes les règles, sauf celle-là. J'écoutais sans savoir quoi penser. Une partie de moi cherchait toujours une explication rationnelle. Peut-être qu'un animal marin s'était introduit sur le navire, un calmar géant, une pieuvre. De telles créatures vivent dans les eaux nordiques, bien qu'elles se trouvent comme généralement à de grandes profondeurs. Les calmars de Humboldt, par exemple, sont connus pour leur agressivité. Peut-être que le matelot avait glissé, s'était cogné la tête et était tombé par-dessus bord. Les traces de bombes ventouses pouvaient être n'importe quoi. De la rouille, des écaillages de peinture, le fruit de mon imagination. Mais une autre partie de moi commençait à comprendre qu'il se passait ici quelque chose qui ne cadrait pas avec les explications habituelles. Des coups provenant de la cale à la même heure chaque nuit. Des disparitions. Des traces étranges sur le pont. Des coordonnées à ne pas franchir avec les hublots ouverts. Tout cela formait un tableau que je ne pouvais, ou ne voulais, voir dans son ensemble. Bill a mis fin à la conversation sans ménagement. Il m'a dit de respecter les règles, de ne pas poser de questions inutiles, de faire mon travail et d'attendre la fin du voyage, et de ne plus jamais m'approcher de cette porte, quoi que j'entende derrière elle. Puis il est parti. Je suis resté seul dans la salle des machines. Les coups ne reprirent plus. Je passai le reste de ma veille en essayant de ne pas regarder vers la porte portant l'inscription « Accès restreint ». Mais je sentais quelque chose, comme si, derrière la cloison, quelque chose me sentait aussi, attendait, écoutait. À minuit, Eduardo prit la relève. Je suis monté dans ma cabine et j'ai essayé de dormir. Ce n'était pas facile. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais ces coups. 3 coups, une pause. 3 coups, une pause. Je savais que c'était mon imagination, qu'il n'y avait pas de coups dans la cabine. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce bruit dans ma tête. Vers 4 heures du matin, je me suis finalement assoupi. Et j'ai fait un rêve. Je me tenais sur le pont du Polar Star, mais le navire était différent. Il était vieux, en bois, avec des mâts et des voiles. Il ressemblait aux navires des industriels russes ou aux kayaks aléoutes qui naviguaient sur ces eaux il y a 200 ans. C'était la nuit. Le ciel était couvert de nuages. À l'horizon brillaient les aurores boréales, vertes, violettes, pulsantes, comme un être vivant. J'ai regardé par-dessus bord et j'ai vu de l'eau. Mais l'eau était anormale. Elle ne reflétait pas la lumière des aurores. Elle ne bougeait pas en vagues. Il était noir, d'un noir absolu, comme une obscurité liquide. Et dans cette obscurité, quelque chose bougeait, quelque chose d'énorme, d'informe, avec de nombreux membres ou tentacules. Je ne pouvais pas distinguer sa forme, mais je voyais son mouvement. Lent, fluide, comme si quelque chose d'ancien et d'énorme se retournait dans son sommeil au fond de l'eau. Puis, un œil émergea de l'eau. Un seul œil, de la taille d'une trappe de chargement de notre navire. Pâle, blanc laiteux, sans pupille. Et cet œil me regardait. Je me suis réveillé en sursaut. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Mon t-shirt était trempé de sueur. Il faisait sombre derrière le hublot. À cette latitude, en mars, l'aube se lève tard. J'ai regardé ma montre. 6h30 du matin. Il restait 1h30 avant le petit déjeuner. Je me suis assis sur ma couchette et j'ai essayé de me calmer. Ce n'était qu'un rêve, un cauchemar provoqué par les récits de Bill et par la tension nerveuse. Rien de surnaturel. Mon subconscient avait simplement transformé les informations en images effrayantes. C'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. Mais lorsque je me suis levé et que je me suis approché du hublot pour regarder la mer, j'ai remarqué quelque chose sur la vitre. À l'extérieur, sur la surface extérieure du hublot, il y avait des empreintes. Rondes, d'environ 2 pouces de diamètre, elles étaient regroupées par 5.
comme si quelque chose s'était collé à la vitre pendant que je dormais. Quelque chose avec des ventouses. Ma cabine se trouvait sur le 3e pont de la superstructure, à environ 35 pieds, au-dessus de la ligne de flottaison. J'ai passé les heures suivantes dans un état difficile à décrire. Ce n'était pas de la peur, car la peur implique une menace concrète que l'on peut nommer et dont on peut se cacher. C'était autre chose. Le sentiment que le monde que je connaissais avait un revers et que ce revers venait de me montrer un petit bout de lui-même. J'ai photographié les empreintes sur le hublot avec mon téléphone avant qu'elles ne disparaissent. À 8 heures du matin, lorsque le pâle soleil arctique s'est levé, il n'en restait plus aucune trace. Soit elles s'étaient évaporées, soit je les avais essuyées sans m'en rendre compte. Mais la photo était restée. 5 empreintes rondes disposées en demi-cercle, comme si une main géante munie de ventouses s'était collée contre la vitre depuis l'extérieur. Au petit déjeuner, je n'ai rien dit. La règle numéro 6 interdisait de signaler les bruits provenant des cales, mais ne disait rien au sujet des empreintes sur les hublots. Et pourtant, je me suis tu, en partie parce que je ne savais pas comment expliquer ce que j'avais vu, en partie parce que je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou, mais surtout parce que je commençais à comprendre la règle tacite qui unissait tout le monde sur ce navire. Ne parle pas de ce que tu ne peux pas expliquer. Fais ton travail, attends la fin du voyage. Le 3e jour de navigation s'est déroulé sans incident. Le temps s'est dégradé. Le vent a forci jusqu'à 30 nœuds. La houle a atteint 5 à 6 points. Le Polar Star plongeait sa proue dans les vagues. Le pont était inondé d'eau glacée et il était déconseillé de sortir sans raison impérieuse. J'ai assuré mes quarts, vérifié l'équipement, rempli les journaux de bord. Les coups provenant de la cale ont commencé à 10 heures précises et ont duré une demi-heure, comme la nuit précédente. Je ne me suis pas approché de la porte. J'ai même essayé de ne pas regarder dans sa direction. Le 4e jour, nous sommes entrés dans cette zone dont les coordonnées sont comprises entre 54 et 56 degrés de latitude nord et 170 et 171 degrés de longitude ouest. Une annonce a été diffusée indiquant que tout l'équipage qui n'était pas de quart devait rester à l'intérieur de la superstructure, les hublots fermés, jusqu'à nouvel ordre. Je n'étais pas de quart et j'étais assis dans le carré avec Jason, le cuisinier, un Philippin âgé nommé Ramon, et l'un des matelots, un jeune Californien que tout le monde appelait simplement Kid. Les hublots étaient fermés de l'intérieur par des bouchons métalliques. La télévision était allumée et diffusait un vieux film, mais personne ne le regardait. Tout le monde était assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le vent hurlait et le navire tanguait sur les vagues, les bruits habituels de la navigation en mer. Et puis ça a commencé. J'ai d'abord entendu un bruit, un grondement grave et vibrant qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il ne provenait ni des moteurs, ni de la cale, mais de l'extérieur. Le grondement s'intensifiait, devenait plus fort et s'accompagnait de vibrations. Ce n'était pas le roulis, ni les coups des vagues, mais bien une vibration, comme si la mer elle-même tremblait autour de nous. Puis la lumière s'est éteinte, sans clignoter, sans grésiller, elle s'est simplement éteinte, instantanément, nous laissant dans l'obscurité totale. L'éclairage de secours ne s'est pas allumé. Les générateurs étaient silencieux. Le navire, d'après ce que je pouvais en juger, s'était arrêté. Les vibrations des moteurs avaient cessé, le mouvement s'était arrêté. Dans l'obscurité, quelqu'un a juré, Kid, je crois. Ramon s'est mis à prier en tagalog, rapidement et silencieusement. Jason a allumé la lampe torche de son téléphone et le faisceau de lumière a fait ressortir des visages pâles, tendus, aux pupilles dilatées. Et puis nous avons entendu un bruit, pas dans la cale, mais à l'extérieur, sur la coque du navire,
sur les parois de la superstructure, sur les hublots fermés par des bouchons métalliques. Les coups venaient de partout, de tous les côtés à la fois, comme si des dizaines de mains, ou quelque chose qui remplaçait les mains, palpaient dans le navire de l'extérieur. Ils cherchaient une entrée. Ils cherchaient une fissure. 3 coups, une pause. 3 coups, une pause. Le même rythme que dans la cale. Mais maintenant, il résonnait partout. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Peut-être 5 minutes, peut-être 1 heure. Le temps avait perdu tout son sens dans cette obscurité remplie de coups et d'un grondement sourd qui pénétrait les os et faisait grincer les dents. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Nous étions simplement assis et écoutions quelque chose d'énorme et d'inconcevable explorer notre navire, essayant de comprendre comment y pénétrer. Puis les coups cessèrent, le grondement s'éteignit, et quelques secondes plus tard, la lumière revint. D'abord la lumière de secours, puis la lumière principale. Les moteurs se remirent en marche, les vibrations reprirent. Le Polar Star se remit en route. La voix du capitaine retentit dans les haut-parleurs, calme, posée, comme si rien ne s'était passé. Il annonça que nous avions passé la partie difficile du trajet et que tout allait d'au bien, que l'équipage pouvait reprendre ses tâches habituelles et qu'il rappelait à tous la nécessité de respecter les règles. Aucun d'entre nous n'osa aborder ce qui venait de se passer. Kid s'est levé et est sorti sans rien dire. Ramon a fait le signe de croix et est allé préparer le déjeuner dans la cuisine. Jason m'a lancé un long regard dans lequel j'ai lu la même chose que ce que je ressentais moi-même. Nous savions tous les deux qu'il s'était passé quelque chose d'inexplicable et nous savions tous les deux qu'il était inutile d'en parler. Je suis monté dans ma cabine. J'ai retiré le bouchon métallique du hublot et j'ai regardé dehors. La mer était calme. Le ciel était gris, couvert de nuages bas. À l'horizon, on apercevait une bande sombre, peut-être la côte lointaine des îles Aléoutiennes. Rien d'inhabituel, rien qui puisse expliquer ce que nous venions de vivre. Mais à l'extérieur du hublot, il y avait à nouveau des traces, les mêmes empreintes rondes avec des ventouses. Des dizaines d'empreintes recouvraient toute la vitre, comme si quelque chose s'y était collé avec une force incroyable. Certaines empreintes étaient vendées floues, d'autres nettes, avec une texture visible. Et au centre de l'une d'elles, j'ai vu quelque chose de sombre, d'huileux. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne voulais pas le savoir. Les 2 jours restants avant d'arriver à Dutch Harbor se sont déroulés sans incident. Les coups provenant de la cale continuaient chaque nuit, de 22h à 22h30, précise. Je ne m'approchais plus de la porte. Je faisais mon travail, je montais la garde, je dormais par intermittence. J'essayais de ne pas penser à ce qui se trouvait dans la cale et à ce qui m'attendait dehors lorsque les lumières s'éteignaient. Nous sommes arrivés à Dutch Harbor tôt le matin du 6e jour de navigation. Le ciel était clair, la température avoisinait 0 degré Fahrenheit, et les crabiers et les bateaux de pêche s'affairaient dans le port, se préparant pour la saison. Une journée normale dans le port, une agitation normale. Le déchargement s'est déroulé exactement comme Bill l'avait décrit. L'équipage a reçu l'ordre de rester à l'intérieur de la superstructure, les hublots fermés. J'entendais les bruits, le grincement des cales qui s'ouvraient, le grondement des grues, les voix des gens qui donnaient tous des ordres. Le déchargement a duré environ 4 heures. Puis, une annonce a été diffusée pour nous informer que nous pouvions sortir. Je suis sorti sur le pont et j'ai regardé le quai. Il y avait plusieurs SUV noirs, sans plaque d'immatriculation, et un camion frigorifique aux vitres teintées. Des personnes vêtues de combinaisons de protection blanche, avec des cagoules et des masques respiratoires, chargées dans le camion, quelque chose recouvert d'une bâche, quelque chose de la taille du conteneur dont Bill avait parlé. Les gens bougeaient rapidement, de manière coordonnée, comme s'ils avaient déjà fait cela auparavant. L'un d'eux,
Un homme grand à l'allure militaire remarqua que je les observais. Il a levé la main et m'a désigné, puis a fait un geste qui signifiait clairement « Éloigne-toi ». Je me suis éloigné. 1 heure plus tard, le fourgon et les 4x4 sont partis. La cale était vide. Le Polar Star avait été déchargé. Je devais rester à bord pendant encore 5 mois. C'était mon contrat. Mais le jour même, je suis allé voir le capitaine Richard et lui ai dit que je voulais démissionner. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a demandé pourquoi. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit que c'était pour des raisons familiales. Il a hoché la tête lentement, d'un air compréhensif, comme s'il avait entendu cette raison maintes fois, et m'a dit qu'il s'occuperait des formalités. Pas d'objection, pas de persuasion, juste une phrase d'adieu. Il a dit qu'il espérait que je garderais le silence, qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas divulguer, pour mon propre bien. Je suis parti de Dutch Harbor le soir même, sur le dernier vol Alaska Airlines, à destination d'Anchorage. Dans l'avion, j'ai regardé par le hublot les lumières du village s'éloigner, la mer sombre, les îles lointaines. Quelque part là-bas, dans ces eaux, le Polar Star se préparait pour son prochain voyage, avec une nouvelle cargaison, avec un nouveau membre d'équipage à ma place. 1 an et demi s'est écoulé depuis ce vol. Je suis retourné à Tacom. J'ai trouvé un emploi sur la côte, dans un atelier de réparation navale, loin de la mer. Je paie mon hypothèque, je vois mon fils le week-end, je mène une vie normale. J'essaie de ne pas penser à ce que j'ai vu. J'essaie de ne pas m'en souvenir. Mais parfois, la nuit, je me réveille au son d'un bruit que je rêve. 3 coups, une pause. 3 coups, une pause. Et je sais que ce n'est pas seulement un rêve, que quelque part, dans les eaux froides de la mer de Bering, quelque chose attend, quelque chose d'ancien, quelque chose d'affamé, quelque chose que les gens ont trouvé utile, alors qu'ils n'auraient pas dû. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait dans ce conteneur. Je n'ai jamais su où il avait été emmené, ni à quoi il était destiné. Je n'ai jamais su quelle créature avait laissé des traces sur les hublots et frappé contre la coque du navire cette nuit-là, lorsque les lumières se sont éteintes. C'est peut-être mieux ainsi. Il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Mais une chose est sûre, les règles n'existèrent pas sans raison, et ceux qui les enfreignaient en payaient le prix. Il y a quelques mois, j'ai lu dans les journaux que le cargo Polar Star avait perdu le contact avec la côte dans la mer de Bering et avait été déclaré disparu. Les gardes-côtes ont mené des opérations de recherche, mais n'ont trouvé ni le navire, ni des débris, ni des radeaux de sauvetage. Les 14 membres d'équipage sont portés disparus. La version officielle est que le navire a coulé pendant une tempête. Mais je sais qu'il n'y a pas eu de tempête. J'ai vérifié les bulletins météo de ce jour-là. La mer était calme, le vent était faible, la visibilité était bonne. Je pense que quelqu'un a enfreint les règles. Peut-être le nouveau mécanicien qui a pris ma place. Peut-être l'un des anciens membres de l'équipage qui en avait assez d'avoir peur et a finalement décidé de découvrir ce qu'il y avait dans la cale. Ou peut-être que ce qu'il transportait a simplement décidé qu'il ne voulait plus être une cargaison. Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Et, honnêtement, je ne veux pas le savoir. Il y a des choses dont les marins ne parlent pas à terre. Et il y a des choses qu'il vaut mieux que personne ne sache.